Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Nous sommes de nouveau à l'Observatoire comme vous pouvez le voir pour parler de cette suite des questions post fixe puis remote. Quelles sont les questions à se poser? Donc aujourd'hui je vous propose pourquoi est-ce que je n'ai pas abordé le sujet du bâtiment proprement dit dans le cadre du poste fixe? Parce que je voulais pouvoir en parler avec vous dans le cadre de ce deuxième épisode. Pardonnez-moi s'il y a du vent. Dans le cadre de ce deuxième épisode sur le remote. En fait, il faut penser à prendre un bâtiment dont vous allez pouvoir motoriser l'ouverture et éventuellement la rotation si c'est une coupole, si vous voulez vraiment faire du remote. Bien évidemment, si vous ne visez faire que du poste fixe à la maison, vous avez plus de liberté. Et puis après ça, il y a d'autres trucs à penser à l'intérieur de l'observatoire, de configuration, d'électronique, de branchement et tout ça. Donc je vous propose de voir un petit peu tout ça dans le détail. Donc de poste fixe à remote, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors concernant le bâtiment, vous allez avoir en fait deux grandes possibilités. Première possibilité, le type abri de jardin que vous allez pouvoir fabriquer par vous-même pleinement ou prendre des petits cahutes de jardin, de bricolage, machin, etc., de jardinage pour mettre tous vos trucs. Sachez que passer, je crois que c'est 2 mètres par 2 mètres, vous allez avoir une déclaration à faire, je crois, auprès de votre municipalité ou de la préfecture. Je ne suis vraiment pas spécialiste des démarches administratives là-dessus. Là, on a de la chance, c'est un rond de 2,20 m de diamètre, donc en fait, on était juste en dessous. Donc, l'idée d'un bâtiment de jardin, après ça, c'est comment vous allez ouvrir le toit. Globalement, il faudra forcément le modifier un petit peu par rapport au toit lui-même. Une des possibilités, c'est ce qu'on avait vu avec Freddy, c'était de faire 2 énormes rails et puis des potences au bout pour pouvoir décaler complètement le toit. C'est motorisable ensuite à terme, mais quand même assez compliqué parce qu'il va falloir trouver un moteur franchement puissant, il va quand même y avoir des frottements et tout ça, il va falloir mettre des galets et tout ça, mais c'est faisable. Si vous êtes en poste fixe chez vous par contre et que en fait à chaque fois c'est vous qui allez ouvrir manuellement, c'est beaucoup plus faisable. Ça, il n'y a pas de souci. Dites-vous qu'un toit qui se slide, se pose la question de comment empêcher une tierce personne de le décaler quand vous n'êtes pas là. Si c'est motorisé avec des crémaillères et tout ça, pas de problème. Quand c'est une coupole comme ça, on a des clames comme ça qui vont empêcher la coupole d'être décollée. Donc en fait, il va y avoir une sécurité là-dessus. De toute façon, une coupole comme ça, pour la soulever, il faut être un certain nombre. Mais néanmoins, pensez aussi à ces aspects sécurité. Ça, c'est aussi assez important. Vous avez la possibilité aussi de toit basculant. C'est une mécanique qui est plus complexe, mais c'est faisable. Vous avez aussi des personnes qui sont capables de vous faire votre propre bâtiment observatoire. Je pense notamment à Antoine Caillot d'Astroméca, vous pouvez le contacter de ma part, il pourra vous faire des propositions techniques et faire des coupoles sur mesure aussi, il sait faire vraiment plein de trucs, mais notamment un bâtiment un peu bas qui s'ouvre un peu comme ça, c'est aussi une possibilité. Là aussi, ça c'est tout à fait réalisable techniquement. Par contre, votre télescope sera ouvert au plein air, donc s'il y a vraiment beaucoup de vent là où vous êtes, ça peut être un peu plus problématique. L'intérêt de la coupole, c'est que vis-à-vis du vent, c'est franchement plutôt pas mal. On peut avoir du vent un peu tournoyant à l'intérieur de la coupole, mais moi personnellement j'ai déjà shooté par 70 km de vent et le télescope n'en souffrait pas. Franchement, le signe n'était pas si dégueulasse que ça, c'était tout à fait exploitable. L'intérêt d'une coupole comme celle-là, effectivement, on l'a dit, c'est par rapport au vent. Ça protège vraiment très très bien et puis ça tourne, donc en fait il n'y a que la partie vraiment nécessaire qui est ouverte vis-à-vis du ciel. Donc ça c'est franchement pas mal. Il existe plusieurs marques. Ça c'est une Pulsar Dome. Il y a aussi la Scope Dome qui est pas mal du tout, qui est un peu plus cher peut-être, qui descendra peut-être plus sur les côtés. Enfin voilà, c'est un design un tout petit peu différent. Donc après c'est en fonction de l'instrument que vous allez utiliser. Moi je ne peux pas vous donner de solution vraiment clé en main par rapport à vos contraintes de chez vous. Moi, je vous conseille plutôt de venir sur le serveur Discord de la communauté Astro et il y a un salon dédié à la construction des observatoires. Et là, regardez ce que les gens font, discutez avec eux pour voir la solution qui sera adaptée pour vous. Vous comprenez qu'il y a plein de concepts différents et plein de possibilités. Donc on ne va pas pouvoir tout traiter dans cet épisode. Là, l'objectif, c'est de vous donner les éléments de réflexion et de questions à vous poser
pour la suite de votre projet. Par contre, si vous possédez un observatoire et que vous êtes sur le Discord, faites-moi signe si vous êtes prêt à me donner des photos, etc. pour que je puisse présenter votre concept dans les épisodes à venir. Par contre, dans cet épisode, on va s'intéresser à la construction de la colonne parce que c'est commun à tous les concepts d'observatoire et puis aussi à pas mal de points concernant l'automatisation en vue du remote. Mais surtout, je vous donne rendez-vous dans quelques temps parce que ce que l'on vous propose, c'est de faire un live avec Antoine Caillot d'Astromeca pour parler des concepts d'observatoires fabricables par des amateurs par leurs propres moyens et ensuite de ce que lui peut vous proposer pour des solutions un peu plus solides, etc. En fait, quel est le curseur entre le faire soi-même et le acheter quelque chose de fait ou de faire. Voilà, mais il vous procurera énormément de très très bons conseils à l'occasion de ce live. Qui dit remote dit que forcément vous allez devoir pouvoir ouvrir l'observatoire à distance. Alors l'idéal c'est une situation de coupole tout simplement, comme ce que j'ai là. Donc là c'est la Pulsar-Dome avec son boîtier de commande. Là vous avez pour l'entraînement en azimut un dispositif à 3 galets. Il y a un galet là et il y a 2 galets en dessous. Et qui vont venir pincer cette bande de roulement. Et donc faire tourner la coupole. Bien évidemment, il faut avoir de la bonne adhérence. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une espèce de bombe en fait pour adhérence des ponts de bateau, pour avoir un peu plus de grippe. Et depuis que j'ai fait ça, je vois une assez nette différence dans la qualité de la rotation de la coupole. Et bien évidemment, il faut bien serrer ça. Donc en fait, après ça, il y a des vis qui vont permettre de gérer la pression là-dessus. Au niveau de la recharge du cimier, normalement, c'est par induction. Moi, j'ai fait un système de contact à lame avec mon imprimante 3D, ce qui me permet d'avoir 2 contacts supplémentaires pour aller alimenter l'écran à flat. Donc là aussi, c'est un truc sur lequel il faut penser. Et donc le cimier, là-dessus, vous avez une batterie à l'intérieur. C'est relié genre en Bluetooth entre le boîtier et ça, ce qui permet de commander l'ouverture et la fermeture du cimier même si on n'est pas en position home. Mais par contre, il faut être en position home pour permettre la recharge. Et là, vous avez un moteur et vous avez un contact de fin de course ici. Il y en a un deuxième de l'autre côté. Et donc, c'est avec ça qu'on va ouvrir ou fermer le cimier. Concernant les fondations, là on a une dalle en béton. La dalle en béton n'est pas forcément très épaisse. 10 cm, ça peut largement suffire. Et il y a tout un grillage à l'intérieur pour le renforcer. En revanche, après derrière, il y a la colonne. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Et je vous propose d'aller voir à l'intérieur un peu comment on peut s'y prendre. Alors le sol de l'observatoire. Alors c'est un peu le bordel. Bienvenue dans ma garçonnière. Notez déjà que la coupole elle-même, elle est boulonnée au sol. Et en plus de ça, elle est complètement hermétique avec du silicone. D'ailleurs, on va galérer quand on va vouloir la retirer. Ça, c'est hyper important. Il peut y avoir beaucoup de flotte à l'extérieur. Ça ne rentre pas à l'intérieur. C'est quand même une bonne sécurité. Par contre, la colonne, elle doit être isolée. Alors, la colonne, on a creusé à pas loin d'1 mètre de profondeur. Et puis, on a mis cette isolation. Et vous pouvez voir qu'on a même une trace carrée. En fait, au départ, on avait carrément un trou complètement carré. La colonne elle-même proprement dite, eh bien c'est tout simplement un tube pour l'eau des pompiers, voilà, tout simplement. Et donc du coup au bout il y a tout un rond avec des grosses vis. Là-dessus c'est fixé sur une plaque en bois et tout ça c'est pris en fait complètement dans le béton. L'objectif en fait de la plaque en bois c'était de permettre de mettre à niveau. On a du grillage, on a du béton à l'intérieur de la colonne et là-dessus. Et en fait on a un séparateur là qui fait que si on a de la vibration ici, on n'a pas de vibration ici. Et par contre tout ça c'est complètement plein de béton et c'est au moins à 70-80 cm de profondeur. Donc ça a été fait en plusieurs étapes, ça a été énormément de boulot, mais on a quelque chose de très résistant. Allez, c'est à mon tour maintenant. Alors, la coupole. Elle est là, mais elle n'était pas là avant. Il a fallu faire une dalle. Donc ici, cette dalle, elle fait à peu près 3 par 3. Donc elle a été creusée à la main. Et le béton a été fait, bien sûr, à la main. On a laissé, en fait, à l'intérieur, avant, un trou pour pouvoir loger ensuite la colonne, qui, elle, est beaucoup plus basse que l'épaisseur de la dalle.
Elle descend à 60 cm. Elle est posée sur un socle en béton qui fait 20 cm d'épaisseur, posée dessus, vissée, et après on a tout coulé l'ensemble. Faire toute la base de la colonne. Et comme on peut voir, elle est coulée complètement, entièrement de béton. Et on a scellé donc les tiges filetées qui supportent la monture à l'intérieur, avec bien entendu les ferrailles qui vont bien, et aussi la séparation des deux dalles avec un isolant. Voilà. Et aussi, donc, ce qu'on a fait après, on a fait de l'isolation pour l'humidité de la coupole. Donc on a fait un joint tout autour. Donc on l'a posé, positionné. Une fois que tout était bon, on a jointé. Point de vue détail, on l'a scellé au sol. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Ah oui, on a les meubles aussi. On a créé des meubles. Donc un meuble pour le PC. Voilà. Les PC, les PX, voilà. Et la petite banquette, 3 personnes. Bon, qui est un peu en foutoir. Ouais, c'est une garçonnière un peu. Comment ensuite installer votre monture? Eh bien tout simplement, vous prenez la platine de SkyMeca en fonction de la monture que vous avez. Et vous la fixez dessus. Et donc en fait, il y a 3 grosses vis qui sont prises dans le béton avec une rondelle et 2 vis qu'on avait rajoutées, qui ne sont pas prévues d'office dans la platine SkyMeca. Et vous avez la platine qui est ici avec la monture au-dessus. Voilà, tout simplement. Et tout ça, c'est donc pris complètement dans le béton. Donc il n'y a aucun souci de résistance mécanique et de risque de bouger. Alors en fait, vous comprendrez aisément que quand on a une coupole comme celle-là, le positionnement et la hauteur de la colonne se font en fonction des dimensions de l'observatoire et de la coupole. Donc on ne pouvait pas faire la colonne avant de faire l'observatoire proprement dit. Par contre, dans l'idéal, il faut plutôt faire la colonne en premier. Alors je vous propose de voir aussi les astuces de Freddy qu'on avait vu il y a quelques années déjà sur la chaîne. Parce que ce qui est intéressant dans le concept de Freddy, justement, c'est aussi beaucoup de récup. Notamment la platine fabriquée à partir d'un disque de 205. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant. Et je vous remets quelques bouts de l'épisode qu'on avait fait avec lui. Donc là on a une partie du ferraillage qui sera mis à l'intérieur de la colonne par la suite. Donc ça se trouve chez Brico Dépôt, c'est du fer tort, c'est du carré 10-10. Ça coûte 3 fois rien en longueur, voilà quoi, c'est hyper simple. Donc là on a le jalonnage et l'implantation avec les dimensions de l'observatoire en lui-même. Donc j'ai commencé par déjà planter mes 4 jalons pour moi savoir à peu près où j'allais m'en aller en dimension. Ensuite j'ai fait mon trou de fondation pour la colonne. Je suis descendu à 80 cm de profondeur et j'ai fait à peu près 70-80 de large également. Ensuite on passe à l'étape bétonnage. Donc là c'est ce qu'on appelle du mélange tout venant. Ça ne coûte rien du tout. Faut compter 30 € la demi-tonne. C'est un mélange de sable grossier et de vieux cailloux qu'on utilise en général pour faire du bétonnage extérieur, notamment de terrasse. Voilà, donc ça coûte rien. Dans lequel il faut rajouter du ciment et de l'eau pour avoir un mélange béton. On part souvent sur une base 2 tiers, 1 tiers. Donc 2 tiers de mélange tout venant, 1 tiers de ciment, quelques litres d'eau. Et du coup, tu as ramené une bétonneuse qui tourne, machin, tout ça? Non, à la brouette. Tu as tout fait à la brouette? À la brouette. Tu as tout mélangé dans ta brouette? À la brouette, une brouette par brouette, voilà. Ok. Et puis, là, on passe, donc c'est le tuyau de alors c'est un diamètre 400, c'est gros diamètre, mais de récup, parce que par contre, ça c'est pas donné, quand on regarde les tarifs. Donc c'est de la récup, voilà. J'ai de la famille qui travaille dans le bâtiment, ouais, et puis j'ai travaillé dans le bâtiment. Donc effectivement, il y a énormément de récup, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment fait avec les moyens du bord. Je peux pas quantifier en fait la vraie valeur du chalet en lui-même. Pas évident. Hein. Je peux pas. En visserie, par exemple, je peux vous dire que j'en ai eu pour 150 €. Rien qu'en visserie. Ça, on le sent passer quand même. Ouais, mais après, voilà, je peux pas quantifier si j'avais dû acheter le bardage bois et l'intégralité des... Je pense qu'il y en aurait eu pour au bas mot, je sais pas, 700-800 €. Donc, vachement moins cher qu'une coupole à 12 000. Oui, mais au bas mot, 700-800 €. Ouais. Donc là, après, voilà, donc, bon, la première implantation du tube pour voir un peu ce que ça donne. Je ne l'avais pas encore décaissé, c'était des tests, vraiment. Les photos sont pas forcément dans le bon ordre. Là, voilà, donc le sol décaissé pour récupérer les niveaux. Il y a déjà une première semelle de béton qui a été coulée au fond afin de fixer droit l'armature métallique. Un minimum, ouais. Ensuite, on vient poser le PVC.
dans lequel j'ai incrusté ma gaine technique qui me permet par la suite de passer ma rallonge USB 3, l'alimentation, voilà. Donc on peut avoir une vue du dessus. Donc ensuite on règle tout de niveau. J'ai installé un joint de dilatation qu'on verra plus précisément sur la photo d'après, on pourra en parler. Donc c'est de niveau. Ensuite on passe à la partie, donc le joint de dilatation on peut le voir là, donc tu peux zoomer, voilà. Donc en fait autour de alors qu'est-ce qu'un joint de dilatation? C'est simplement un joint de mousse qui isole mécaniquement la colonne de la dalle béton, ce qui évite toute vibration, remontée de vibration dans la colonne. Je peux me déplacer pendant que je shoote sans problème autour de la monture. Je risque pas de faire trembler quoi que ce soit. Et techniquement, c'est le reste du tapis de sol qui t'a servi pour l'isolation du tube. Pour le pare-buée. Tout simplement. Ouais, c'est du tapis de sol Décathlon. Donc ensuite, c'est vraiment de la bonne astuce. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle un polyane. Donc c'est un simple plastique en fait, hein, qui évite les remontées d'humidité du sol dans la dalle béton en elle-même. Toute dalle béton doit en théorie être ferraillée pour éviter de fêler avec le temps. Généralement, on utilise pareil des cas d'orature spécialisés dans le domaine. Là, en l'occurrence, je savais que ma dalle béton n'allait pas faire plus de 5 cm d'épaisseur. J'ai simplement utilisé du grillage de jardin. C'est exactement le même résultat. Le tout, c'est de maintenir la dalle, mécaniquement parlant, uniforme. Et puis voilà, donc après, une belle dalle de coulée. Et pas dans l'autre sens. On voit bien le joint de dilatation. Et ensuite, il a fallu rehausser le tout. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand on prend le Q6, la monture de l'EQ6, et qu'on vise le zénith, nous avons 40 cm entre le bord du tube, pour un 200, enfin, en limite, ouais, un 150, il serait un peu plus loin, en effet. Mais pour un 200, nous avons 40 cm entre le centre de la monture et le bord du tube. Donc, en partant avec 40 un tube... ou 20? Non, il y a 40, c'est 20 cm au milieu. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, 20 cm au milieu. Donc du coup, en faisant simplement une réhausse diamètre 200, diamètre 20, tu as la garantie de ne pas toucher. J'ai la garantie que peu importe la position du télescope, même si je ne fais pas de retournement méridien, je n'arriverai jamais à en buter contre le trépied lorsqu'on utilise un trépied. Donc voilà, bien centré, bien droit, bien de niveau, dans lequel ça a également été coulé le béton. Ensuite, on passe à il nous faut bien un système de fixation. Donc on peut acheter des platines toutes faites, par exemple chez SkyMeca, mais il faut compter pour une Q6 environ 180-200 € la platine. Et l'astuce en fait est d'utiliser un disque de frein. Donc il y a la référence, c'est pour une Q6, le moyeu qu'on peut voir, voilà, le moyeu central d'une 205 ou d'une 306 fait parfaitement 63 mm. Et les 63 mm, c'est parfaitement la taille de l'embase. Sur les montures Q6. Sur le Q6. Pour une Q5, c'est 61 mm. Et dans ces cas-là, on va utiliser un disque de frein 204, Samba, Elena, Visa. Voilà. Ça va fonctionner de la même façon. Donc le disque, il est là. C'est du frein à disque. Oui. Ça, c'est le moyeu. Tout ça, c'est solidaire. Toi, tu as rajouté 4 pattes en acier que tu as percées. Oui. Qui vont te servir. Donc ces percées-là, de l'autre côté, tu as quoi? En fait, c'est percé doublement. C'est percé doublement. Tu vas pouvoir mettre une vis de l'autre côté. Alors, c'est-à-dire que le problème des disques de frein ventilés, l'idéal, ça aurait été d'avoir un disque de frein plein qui n'a pas cette échancrure entre le moyeu et c'est le système de ventilation. Normalement, c'est plein jusque cette partie-là. Et là, manque de bol, l'endroit où je devais mettre mes tiges filetées, je tombais en plein dans la rainure. Donc il a fallu venir souder 4 pattes qui ont été percées, donc ça passe à travers tout le disque, mais il a fallu bien mettre des renforts. Donc voilà, donc ça c'est la partie un peu plus technique, soudure à l'arc, mais ça coûte pas grand chose si on sait faire, ou qu'on peut... Voilà, n'importe quel mécanicien va. Après, c'est toi qui as choisi cette distance. Potentiellement, tu aurais pu percer là. Non, parce que ma réhausse fait 200 mm. Ah oui, c'est pour tes 200 mm. Ma réhausse fait 200 mm, donc je ne peux pas espacer. Ouais, là, t'as 10 là. Là, t'as 10. Oui, voilà, un peu moins même, okay. parce que les tiges s'arrêtent là. Ok, voilà. Ça marche. C'est du calcul un peu, mais il a fallu faire comme ça. Donc bon, une fois bien nettoyé, c'est tout neuf. C'est tout propre. Donc là, on voit, voilà, donc pour expliquer le fonctionnement.
Donc la tête de monture est posée dessus, et par en dessous, on voit bien que nous avons les fameux 63 mm. Il n'y a aucun jeu. C'est impeccable. Ça passe vraiment... donc voilà, là tu as percé l'autre côté du disque. Là. Voilà, donc en fait c'est pour ça qu'il y a les petites tiges que j'ai dû remettre au-dessus, vu que c'est un disque ventilé, il est creux. Mais là, sinon, on voit bien donc les 4 trous qui vont venir me permettre de l'enfiler sur les tiges filetées. Il faut bien un système de verrouillage, hein, comme sur toute monture. Là, en l'occurrence, ben pareil, récupération, système D, une vieille lame de tondeuse à gazon qui sera finalement soudée dessus par en dessous, donc ça marche. Un premier après anti-rouille. Le plus compliqué a été de trouver l'emplacement où mettre le petit téton qui vient permettre de régler la mise en station. Donc bon, bah, il a fallu aller sur le terrain. Fait un repérage à la boussole, tout simplement. Un repérage à la boussole, oui, voilà, j'ai mesuré mes axes nord, sud, est, ouest pour dire de pouvoir le placer au bon endroit. Pour pas avoir de risque de devoir trop serrer d'un coup et d'être pris de court. Si le téton était déplacé 3 cm sur le côté, la mise en station était simplement impossible. Donc voilà, toujours repérage. Donc ensuite on passe à la partie fixation. C'est de la tige filetée diamètre 16, du boulon, de la rondelle. Pareil, ça coûte 3 francs 6 sous. Voilà, premier test. Fixation, les tiges filetées qui sont très longues, qui descendent très profondément dans la réhausse de 200 mm. Et donc ça sera coulé dans le béton. Ça sera coulé dans le béton, voilà. Donc j'ai volontairement laissé des longues tiges filetées, environ 30 cm, par rapport à la colonne, pour la simple et bonne raison que par la suite, je ne sais pas si je vais changer de monture. Donc pour le Q6, cette hauteur-là me convient parfaitement. Maintenant, si un jour, par miracle, je passe à une Q8, il faudra probablement que je redescende ou même que je change carrément de platine, mais en tout cas je vais devoir redescendre pour ne pas être pris avec la toiture quand je la ferme. Et dans ces cas-là, si je n'avais pas prévu ça à l'avance, c'était impossible. Donc j'ai volontairement mis des tiges filetées plus longues, simplement il y avait un risque de flexion. Étant donné que là on a quand même une tête de monture qui fait 17 kg, il y a à peu près 13 kg de setup dessus, donc on est à en gros 30 kg de matériel. Pendant les mouvements, effectivement, les tiges filetées, même s'il y en a 4, il peut y avoir de la flexion. Donc l'astuce a été de recouler ce que j'ai appelé moi un camembert, donc toujours dans le diamètre 200. J'ai simplement protégé mes tiges filetées par des tuyaux de cuivre au diamètre de la tige filetée. Donc il n'y a pas de jeu sur les tuyaux de cuivre. Il n'y a pas de jeu. Tu coules tout ça et ça empêche les torsions. J'ai attendu que ça sèche. Facial, quoi. Voilà, j'ai attendu que ça sèche. Et puis une fois que c'était bien sec, j'ai pu démouler l'ensemble sans problème. Et voilà. Donc là, on peut peut-être zoomer un peu dessus. Voilà. Et donc en fait, j'ai des systèmes de boulons. Donc ces boulons-là, les boulons du bas me permettent de maintenir vraiment en pression les tiges filetées dans la colonne principale. En dessous, j'ai 4 boulons avec des rondelles qui me permettent de remonter ou descendre le camembert. Et au-dessus, les 4 boulons qui vont venir le maintenir en pression. Et dessus, les boulons qui vont venir maintenir. Donc ça, tu peux le retirer. Mon disque de frein. Donc ça, maintenant, là actuellement, si j'enlève la monture, j'enlève le disque de frein, j'enlève ces 4 boulons-là, et ça se retire comme un... C'est une grosse rondelle, en fait. Ouais. Qui évite toute flexion. Nickel. Ensuite, petit côté esthétique aux couleurs de Skywatcher, blanc et noir, ça fait quand même plus joli. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, qui dit télescope en remote dit plusieurs choses aussi, l'équilibrage et la mise en station. La mise en station, elle va bouger, dites-le vous, avec notamment l'humidité du sol. Donc pensez et prévoyez de refaire la mise en station au moins 2-3 fois par an. Quoique, ça dépend. Ça dépend vraiment de la qualité du sol et ça dépend vraiment des ratios d'humidité. C'est pas gravissime si elle bouge un tout petit peu, mais sachez-le. La deuxième chose, ensuite l'équilibrage. Par exemple, quand j'ai rajouté cette caméra, pourtant c'est vraiment pas lourd, eh ben, ça a suffi à déstabiliser l'équilibrage du télescope et à avoir du coup la courbe, vous savez, de l'assistant de guidage et ensuite de la vérification du backlash. Et ben, la courbe de backlash, elle était catastrophique après derrière. Donc il faut vraiment soigner votre équilibrage. Ça, c'est indispensable.
Alors, qui dit remote dit qu'il va falloir gérer toutes les alimentations de votre observatoire. Alors, vous avez ici tout un boîtier carrément, qui est un boîtier industriel. Bon, c'était de la récup. Merci à Julien qui avait retrouvé ça. On a tout le nécessaire en fait ici pour gérer les alimentations. Vous avez ici un compteur de courant. Ici, vous avez le nécessaire en tant que disjoncteur et différentiel. L'objectif, et on a aussi un parafoudre, donc l'objectif c'est de se protéger électriquement. On va avoir aussi un onduleur là-dedans, donc on va sortir vers l'onduleur, on va revenir. L'objectif bien évidemment c'est de se protéger des micro-coupures. Et après ça on va avoir des départs de prise dans tous les sens. Il va y avoir des éléments qui vont être alimentés en permanence. Par exemple, tout simplement, un Vonets ici qui va nous servir pour des connexions Wi-Fi, et ici un switch qui va nous servir pour toutes les connexions Internet avec le PC, avec le Vonets, etc., etc. Et puis aussi, bien évidemment, l'IPX800. Tout ça, c'est relié après ça donc à la box de votre maison. Les départs de courant vont aussi partir dans tous les sens pour toutes les différentes sorties de l'observatoire. Et donc typiquement, ce qu'on va faire en termes de sortie, c'est simplement des rallonges qui ont été coupées d'un côté et on a gardé la partie femelle. Donc là par exemple, vous en avez une qui arrive là, qui est une rallonge simple. On a une rallonge avec terre ici, suivant les périphériques en fait. Et donc on va pouvoir alimenter indépendamment le dôme, ce qui va permettre de pouvoir le recharger à distance, la monture, les périphériques 12 volts dont l'alimentation de tout le pelletier de la caméra principale, l'écran à flat, en fait on va alimenter son adaptateur secteur et on va avoir un dispositif de lame contact qui va permettre de le commander. Les ventilos du télescope pour pouvoir permettre une bonne mise à température. La All Sky, eh bien en fait elle a un dispositif chauffant pour éviter la buée. On a un éclairage de l'observatoire, ce qui va permettre de voir à distance ce qui se passe, et le PC pour le power on, power off du PC. Voilà. Donc ça fait beaucoup de boulot au niveau câblage. Alors vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir tout ça si vous faites du poste fixe, bien évidemment. Mais par contre, si vous allez vers du remote, à un moment donné, il est quand même très utile de pouvoir commander tout ça individuellement. Donc faire un bon boîtier électrique est quand même vraiment l'idéal. Et n'oubliez pas, voilà, vous avez un cordon là ici de mise à la terre pour mettre à la terre la colonne de l'observatoire. Une des choses dont vous allez avoir besoin, c'est de pouvoir démarrer l'ordinateur à distance. Alors on pourrait utiliser le Wake On LAN. Moi, toutes mes expériences ont montré que le Wake On LAN ne fonctionnait plus au bout de 12 heures, au bout de 24 heures. Alors par contre, vous pouvez voir que j'ai un petit fil que j'ai modifié là-dessus, ici. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un brochage modifié là. Vous avez le fil. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en parallèle des deux boutons ici, qui sont les boutons du switch du boîtier et qui arrivent à la carte mère. J'ai deux petits contacts femelle et mâle en fait, qui me permettent de rediriger ces deux fils vers l'extérieur et en l'occurrence vers l'IPX800. C'est tout bête, hein. C'est une toute petite, c'est vraiment deux petites broches et deux petites soudures. Et je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Et côté IPX800, ces deux petits fils, ils arrivent là. En fait, c'est un ancien câble USB, hein, tout bêtement, qui ne me servait plus, qui était et donc les deux contacts, ils sont là, et en fait, ils sont reliés et pontés sur une des sorties de l'IPX. Donc en fait, quand je commande la sortie 8, ça va venir chanter ces deux fils-là, et c'est comme si j'avais appuyé sur le bouton en fait du PC. Donc en fait, on fait un petit contact on, un petit contact off, et en fait, ça a redémarré le PC. Ça peut servir aussi à le rebooter pour faire un appui long de 10 secondes. Voilà. C'est tout bête, hein, mais c'est franchement très très utile. Qui dit observatoire accessible en remote dit nécessairement pouvoir se connecter sur l'observatoire même si vous n'êtes pas chez vous. Là-dessus, vous allez devoir faire ce qu'on appelle une redirection de port et pour ça, vous devez aller sur la page d'administration
de votre box d'accès à Internet. Et donc ça dépendra bien évidemment de votre fournisseur d'accès. La redirection de port se fera avec un protocole TCP et vous allez donc devoir désigner l'équipement sur lequel vous allez vous connecter et un port externe d'accès. Alors je vous conseille bien évidemment de ne pas prendre les mêmes numéros de port d'accès externe et interne pour la très bonne et simple raison que vous pourriez avoir des bots qui pourraient essayer de pénétrer votre réseau et essayer de se connecter à votre Windows. Donc le port 80 en interne, c'est pour accéder à l'IPX800. Et donc là en fait quand on accède dessus, l'IPX800, on peut paramétrer un user mot de passe. Et pour le PC Observatoire, ça va être la même chose. C'est le 3389 en port interne sur votre réseau interne de votre maison. Mais par contre, à l'extérieur, on va mettre un port externe qui sera un autre port. Et vous mettez bien évidemment un port user mot de passe assez robuste pour essayer de vous protéger quand même contre des tentatives d'irruption. Mais ne vous inquiétez pas trop quand même d'une chose, c'est que comme votre PC sera éteint la plupart du temps, il y a peu de risque d'attaque dessus. Le seul vrai risque, ce serait une attaque sur votre IPX800, mais un bot qui va arriver dessus, qu'est-ce qu'il va y faire? Pas grand-chose. Donc en fait, il y a quand même peu de risque de vous faire pénétrer. Si jamais un jour vous trouvez votre PC allumé alors que vous étiez qu'il était éteint, c'est peut-être que quelqu'un l'aurait allumé via l'IPX800. Ouais, franchement, voilà. Donc vous êtes protégé par des users mot de passe sur les deux. Et puis je vous ai montré les paramètres donc à positionner. Donc après, libre à vous de choisir les ports externes qui vous font plaisir. Pour pouvoir accéder à votre PC et votre IPX800, il vous faudra connaître votre adresse IP. Pour ça, vous allez sur speedtest.net qui vous donnera la vitesse de votre connexion de votre accès à Internet de chez vous. Et donc, vous notez l'adresse IP de chez vous qui vous sera indiquée. Elle est dans le cadre rouge que je vous indique en bas. Et ensuite, pour accéder à tout ça, vous utilisez un navigateur web avec adresse IP le port externe de l'IPX800 pour accéder à l'IPX et puis ensuite user mot de passe qui vous seront demandés. Et pour ce qui est du PC, c'est le connexion bureau à distance de Microsoft avec adresse IP et le port externe du PC. Alors petit erratum, la dernière fois je vous ai dit qu'il fallait un Windows 10 Server ou Windows 11 Server, mais en fait Windows 10 Pro ou Windows 11 Pro sont suffisants sur le PC de l'Observatoire. Qui dit remote dit nécessairement de savoir un petit peu ce qui se passe dans l'observatoire. On a deux caméras ici à peu près 90 degrés d'angle l'une de l'autre, ce qui permet de voir le télescope et de voir dans quelle configuration il est. Ces deux caméras sont motorisées, ça nous permet de voir aussi un petit peu partout les câblages, si on a des trucs qui s'arrachent, si on a des trucs qui se bloquent et tout ça, de voir qu'on est bien revenu en position home au niveau de la position du cimier pour pouvoir avoir la recharge, etc. Ça c'est vraiment indispensable de savoir où vous en êtes. Dans l'idée aussi, bien évidemment, de savoir où vous en êtes, indispensable d'avoir une caméra All Sky. Donc ici, c'est un modèle amateur qui m'a été offert par un abonné de la chaîne, que je remercie encore 1000 fois. J'ai juste remplacé la caméra pour mettre une ASI-178 et avoir une vue la plus globale possible du ciel. Donc ça, c'est idéal parce que ça permet de voir la météo, de voir les nuages arriver et tout ça, de voir quelle zone du ciel viser. Ça peut vous arriver d'avoir genre une moitié du ciel avec du nuage et l'autre moitié qui soit nickel, et ça pendant plusieurs heures. Donc la All Sky vous permet de juger de l'opportun de quelle zone du ciel aller viser. Dans l'idée aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une deuxième caméra ici. Cette caméra va nous permettre de voir ce que voit le télescope, du coup de savoir si le cimier est bien en face, mais également de juger vraiment de la qualité du ciel proprement dite à l'endroit où vise le télescope. Alors qu'avec la All Sky, c'est pas toujours évident de vraiment savoir précisément où le télescope est en train de viser. Il faut connaître son ciel, mais voilà. Donc ça aide aussi énormément à vous situer de là où vous en êtes. Et ça vous permet de vous faciliter la vie. Donc on peut récupérer des vieilles caméras et puis on fout la petite lentille All Sky, quoi. Autre point hyper important, les flats. Alors vous pouvez bien évidemment faire des flats sur le ciel, ça marche. Moi je suis moyennement fan, mais ça marche. Moi j'ai carrément un écran à flat, donc vous voyez qu'il est vissé ici, carrément sur la structure de la coupole. Le support qu'il y a derrière, en fait, c'est un support mural de télé, tout simplement. Trouvé sur Amazon, je vous mets la référence dans la description. L'écran à flat est réalisé à partir d'une feuille électroluminescente de 40 cm de diamètre, trouvée sur AliExpress, donc ça coûte pas loin de 150 €.
un panneau en bois et là un dépoli plexiglas blanc devant. Et donc après derrière, c'est vissé au travers pour aller se mettre sur le support. Et ensuite on a le cordon d'alimentation qui fait tout le tour de la coupole. Et ça, super important, fixez-le bien. Fixez-le bien. Donc vous voyez qu'on a mis du pistolet à colle tout bêtement pour faire tout le tour là. Et aller sur les contacts à lame. C'est indispensable de bien faire attention parce que tout ça, ça peut s'arracher. Si vous fixez ça avec... et là, même chose, là, vous avez le contact de fin de course. Même chose, c'est fixé au pistolet à colle. Si vous ne faites pas attention, c'est quoi le risque? C'est que là, avant, c'était fixé avec du gaffeur. Une fois, ça s'est arraché. Et puis, derrière, il y a tous les câbles qui se sont emmêlés. Donc, super important de bien fixer votre écran à flat. Mais personnellement, moi je suis très content de faire mes flats de cette façon-là. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Mes excuses pour le vent un petit peu. N'hésitez pas à poser vos questions bien évidemment dans l'espace commentaire. Et puis on a encore 2 autres épisodes au moins sur la série à venir. Tous les problèmes techniques que l'on peut rencontrer, et croyez-moi, j'en ai débousé quand même pas mal dans cette coupole. Et puis ensuite, pourquoi déménager vers un nouveau site d'observation. Allez, c'est bientôt sur la chaîne Astro. Merci.